Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis ravi d'intervenir sur une thématique qui intéresse énormément les oncologues médicaux et dans laquelle les biologistes jouent un rôle absolument fondamental. Comme vous savez, la biologie est aujourd'hui au centre de toutes les spécialités médicales. Je suis d'autant plus ravi que je suis modéré par mon patron, professeur Rehani, notre chef de département à l'Institut national d'oncologie, et aussi par mon ami Karim Ouldi. Alors, en guise d'introduction, comme vous le savez, le cancer est un véritable problème de santé publique au Maroc et ailleurs. Ici, au Maroc, on parle de 50 000 nouveaux cas par an, et là, encore, c'est juste l'incidence. Si on s'intéresse à la prévalence, c'est presque 1 million de patients qui ont présenté un cancer ou qui ont été traités pour une pathologie tumorale au cours de leur vie, qui sont actuellement citoyens de ce pays. Il y a d'énormes progrès diagnostiques et thérapeutiques qui ont été faits. Comme vous savez, je pense que l'oncologie était perçue comme étant un véritable mouroir dans les années 80, puis aujourd'hui c'est au contraire une spécialité qui est pleine d'espoir. On a l'espoir de guérir de plus en plus les patients, notamment aussi ceux qui sont en situation métastatique. Tout ça grâce, entre autres, à une meilleure connaissance de la biologie tumorale, et je pense que c'est vraiment fondamental, parce que lorsqu'on veut combattre un ennemi, il faut absolument connaître sa mécanique fine, sinon on va fournir des efforts qui sont complètement désordonnés. Et puis aujourd'hui, on sait aussi que la biologie tumorale a des applications multiples, du diagnostic évidemment, au traitement et aussi au suivi. Je voudrais aussi rappeler, juste pour qu'on soit parfaitement aligné, que la recherche en oncologie a pris plusieurs voies qui sont en fait, trouvent leur explication dans la genèse, dans la carcinogénèse. Aujourd'hui, le cancer est considéré comme étant des anomalies génomiques, mais pas que. Il faut aussi qu'il y ait une défaillance des mécanismes de réparation et aussi un échappement immunitaire. Et les deux vraiment voies qui ont pris le plus, on va dire, une accélération foudroyante en termes de recherche, c'est rechercher les anomalies génomiques et les traduire en cibles thérapeutiques, et aussi l'échappement immunitaire. Et rien ne vous échappe, vous savez très très bien qu'aujourd'hui on est aussi à l'ère de l'immunothérapie. La biologie, à l'époque de l'oncologie ancienne, l'a quand même rendu d'énormes services. On ne parle pas uniquement de biologie moléculaire. Ici, c'est deux petites slides juste pour rendre hommage à tout ce qu'on fait avec la biologie classique en oncologie classique. Je rappelle qu'on traite un patient dans sa globalité, non pas uniquement sa pathologie cancéreuse, et donc du coup, la biologie intervient dans le dépistage des comorbidités, dans l'évaluation des grandes fonctions d'organes. On donne des traitements qui sont potentiellement lourds, et même les autres interventions type chirurgie et radiothérapie nécessitent un corps en bon état de fonctionnement. Donc on s'intéresse à la fonction rénale, hépatique, hémogramme et autres, l'état nutritionnel, les marqueurs tumoraux, et puis aussi le diagnostic et le suivi des états infectieux qui sont relativement assez challengeants aussi en oncologie. Alors les marqueurs tumoraux sont effectivement sensibles, mais relativement non spécifiques, donc ils n'ont jamais vraiment percé comme étant un gold standard en oncologie. Ils ont une valeur importante pour le suivi, mais ils sont rarement utilisés pour le diagnostic. Alors aujourd'hui, on est bien sûr à l'ère de la médecine personnalisée. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et la médecine personnalisée ou médecine de précision, c'est franchement pas une utopie. On commence à la pratiquer, et sauf qu'elle arrive progressivement. C'est pas du jour au lendemain qu'on se retrouve dans un bain de médecine personnalisée. C'est quelque chose qui est en train de s'installer depuis une dizaine d'années. Elle est personnalisée parce qu'elle met le patient au centre des intérêts, parce qu'elle est prédictive, qu'on essaie d'avoir un ciblage et un traitement qui ne se fait pas à l'aveugle, qu'elle est préventive, tant qu'à faire, prendre de l'avance sur la pathologie tumorale pour anticiper la survenue du cancer, la survenue de résistance, la survenue de rechute, et de précision, puisqu'elle essaye de s'intéresser à un mécanisme qu'elle va cibler sans créer des dégâts ailleurs, et donc potentiellement moins toxiques.
Alors aujourd'hui, si vous voulez, pour encore une fois qu'on soit parfaitement aligné avant de rentrer dans le vif du sujet, l'oncologue médical, qui est un des 3 intervenants thérapeutiques à côté des collègues radiothérapeutes et chirurgiens, qui eux sont donc sur une problématique de traitement local. L'oncologue médical donc s'intéresse à l'ensemble de l'arsenal thérapeutique médical du cancer. Ici, je vais mettre que ce qui est spécifique du cancer. On a 2 traitements qui ont été découverts par hasard. Comme vous savez, la chimiothérapie, elle a été découverte lors de la Première Guerre mondiale. Donc, la triple entente et les forces de l'Axe se sont balancées des produits chimiques et on a découvert que ces produits chimiques avaient potentiellement une action donc immunosuppressive et cytotoxique. L'hormonothérapie aussi a été découverte un peu par hasard. Et au contraire, des biothérapies pour lesquelles le cheminement est inverse. Et encore une fois, c'est une façon de rendre hommage à la biologie, puisque le premier à intervenir, c'est le biologiste fondamental qui va mettre en évidence une anomalie biomoléculaire qui, par la suite, va être targetée. Donc, elle va être, grâce à l'intervention notamment des biochimistes, on va fabriquer des armes thérapeutiques qui vont permettre justement aux praticiens de les tester dans les essais cliniques et puis, pourquoi pas, arriver jusqu'à devenir un standard thérapeutique en pratique clinique. Pour ceci, on a 2 grandes familles qui sont considérées comme étant des biothérapies. Les thérapies ciblées, les anticorps monoclonaux, donc qui sont un peu les grosses molécules qui vont agir sur des récepteurs membranaires, et les petites molécules, notamment les types tyrosine kinase, qui vont agir en intracellulaire. Et on a aussi l'immunothérapie. Alors l'immunothérapie nouvelle, en fait, est une thérapie ciblée, sauf que au lieu de cibler la cellule cancéreuse, elle cible donc l'interaction entre la cellule immunitaire et la cellule cancéreuse, et donc elle va réveiller le lymphocyte qui est endormi. Alors, toujours le schéma général du traitement donc dans les situations métastatiques. Alors, pourquoi j'ai mis les situations métastatiques? Parce que, comme vous savez, lorsque on est en situation localisée, on est dans une situation purement curative, donc le traitement local reste le gold standard et le traitement médical est donné, fait office d'un traitement complémentaire pour éviter la rechute. Mais vraiment, la modélisation de l'oncologie se fait plus sur les situations métastatiques. Les situations métastatiques sont pour la grande majorité des situations donc très chroniques qui peuvent durer plusieurs années. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite aux patients cancéreux. Et là, on a 2 situations complètement différentes au jour d'aujourd'hui. Alors, il y a 40 ans, il n'y avait pas de driver. Ça veut dire que tous les cancers étaient traités un peu à l'aveugle. On avait des facteurs pronostiques. On disait, si c'est grade 3 à l'anapathe, c'est plus agressif que si c'est grade 1, par exemple. Mais ça n'avait pas vraiment, ça faisait pas office de cible thérapeutique. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un driver, ce n'est pas la présence simplement d'une anomalie génomique. Il faut que cette anomalie génomique joue un rôle prépondérant dans l'évolution de ce cancer en particulier. En fait, si on veut traduire le driver, c'est quelque part un peu l'actionnaire majoritaire, c'est comme un conseil d'administration dans lequel il y a une anomalie génomique, puisque heureusement que dans les cancers, ce n'est pas une seule anomalie génomique, sinon on serait déjà tous cancéreux, c'est la survenue de plusieurs événements génomiques qui vont lider un phénotype cancéreux. Et donc, les drivers, on ne les a pas encore découverts pour tous les cancers. Et au sein même d'une même pathologie, on peut avoir dans les cancers du sein certains drivers pour certains sous-types et d'autres sous-types cancéreux comme le triple négatif où on n'a pas encore de driver. Donc, lorsque le driver est présent, en général, dès qu'on le cible, en association avec un traitement classique type chimiothérapie ou thérapie ciblée en monothérapie, on a rapidement d'excellents résultats thérapeutiques, on a rapidement des patients qui vont être longs survivants et on a déjà des traitements depuis presque 20 ans aujourd'hui, si on prend par exemple le trastuzumab dans le cancer du sein, qui a donné des résultats qui sont absolument fabuleux et qui ont permis à des patients en situation métastatique de vivre très très longtemps. Malheureusement, il existe encore des situations où on n'a pas de driver en oncologie. Il y a encore des déserts thérapeutiques dans lesquels on trouve des anomalies génomiques lorsqu'on fait donc des séquençages type NGS, mais on n'arrive pas à leur donner une signification clinique. Le deuxième point d'alignement
qu'on utilisera durant cette présentation, c'est les biomarqueurs. Alors les biomarqueurs, vous le savez mieux que moi, les biomarqueurs, ce sont des éléments donc, qui vont permettre soit de se prononcer sur le pronostic, bon ou mauvais, mais aujourd'hui, à l'ère de la médecine personnalisée, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que le patient va répondre ou ne va pas répondre. Et là, on a des facteurs, on a des biomarqueurs qui sont dits facteurs de réponse et d'autres qui sont dits facteurs de résistance. Et toute la biologie cancéreuse, toute la nouvelle biologie moléculaire en oncologie est basée sur cette dualité. Alors, aujourd'hui, on vit tous, la communauté médicale vit deux phénomènes majeurs en termes de génomique de cancer. On vit un phénomène d'éclatement génomique et on vit ce qu'on appelle des démarches agnostiques. Alors, les deux se rejoignent dans le sens où on s'est habitué, dans le domaine de la santé, à mettre les patients dans des tiroirs. Cancer du sein, cancer du poumon, cancer du côlon, etc., etc. Et cette architecture de la pensée médicale, elle est en train d'exploser. Elle est en train d'exploser à telle enseigne qu'on a une nouvelle génération d'essais cliniques qui apparaît et un organe donné peut être éclaté en plusieurs organes, enfin plusieurs types de cancers en fonction de la mutation qu'on veut traiter. C'est ce qu'on appelle les umbrella trials. Et l'autre démarche, c'est qu'aujourd'hui, un cancer du sein peut avoir la même anomalie biomoléculaire qu'un cancer d'estomac et qu'un cancer du côlon. Et lorsqu'on voudra faire des essais cliniques, on va mettre cette catégorie ensemble. Donc toute la cancérologie moderne est en train de s'affranchir de cette logique d'organes, sein, côlon, etc., etc. Évidemment, ce que je dis n'est pas valable pour nos amis chirurgiens parce qu'eux, ils sont encore dans un traitement d'organes. C'est tout à fait normal. On leur demande d'enlever une tumeur primitive. Donc leur algorithmisation est encore basée sur l'organe. Donc on a deux types d'oncologie qui sont en train de se superposer. Alors prenons un exemple de driver, donc driver présent et qui est ciblé en pratique clinique. Donc on est ici dans un concept, pour le premier concept, d'éclatement génomique. Alors si on prend le cancer du poumon, le storytelling est toujours excellent pour vraiment se mettre en situation. Si on retourne en arrière et on prend un cancer du poumon en 97, 98, une fois qu'on disait au monsieur « vous avez un cancer du poumon » ou à une dame, l'espérance de survie ne dépassait pas 1 an. C'est-à-dire que 80-90% des patients ne fêtaient pas l'anniversaire suivant. C'est absolument dramatique en termes de projection. Et en fait, on avait une anatomopathologie qui était purement descriptive, comme on pourrait décrire un être humain et dire il est grand, il est petit, elle est blonde, elle est brune. Donc l'anapathe nous répondait donc cancer épidermoïde ou non épidermoïde, à grandes cellules, à petites cellules. Les résultats thérapeutiques, il n'y a pas tout à jeter. La chimio essayait d'améliorer le pronostic de quelques mois, de 6 mois, de 7 mois, de 8 mois. C'était toujours bon à prendre. Mais les résultats thérapeutiques demeuraient dramatiques. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai un pointeur ici? J'ai peur de pointer et de bousiller toute la présentation. Hop. Oui. Alors, on a commencé à découvrir des drivers. Je ne sais pas si vous voyez le point vert ici. En tout cas, en haut, là, vous voyez ROS1, ALK, EGFR. Et on a découvert d'autres anomalies moléculaires, mais pour certaines, elles ne sont pas encore ciblables parce qu'il faut d'abord trouver un driver, donc une anomalie biomoléculaire qui se comporte en actionnaire majoritaire dans l'évolution du dit cancer et qu'on puisse la cibler avec un traitement dont la toxicité doit être acceptable. Ça ne doit pas être un traitement qui aboutit au décès du patient. Donc aujourd'hui, lorsqu'on prend les 3 drivers principaux, ALK, EGFR et ROS, en fonction de l'épidémiologie des pays, puisqu'il peut y avoir des petites variations, on a à peu près 1 malade sur 3 qui a une anomalie biomoléculaire et les 2 tiers des patients chez qui on ne trouve pas d'anomalie moléculaire. Et on va voir qu'en fait, le pronostic est complètement différent.
Parce qu'aujourd'hui, lorsque on reçoit un patient qui est cancéreux, et donc on attend les résultats des drivers, et qui pose la question sur le pronostic, nous, dans notre tête, on se dit, ben, malheur pour malheur, espérons que vous avez un driver. Parce que s'il n'y a pas le driver, le pronostic est complètement différent. Alors prenons par exemple l'exemple des translocations ALK. Les translocations ALK ne sont pas les plus fréquentes. Les plus fréquentes, c'est les mutations EGFR, mais l'exemple de l'ALK est aussi un excellent exemple. Et je vais vous dire pourquoi, par exemple, je l'ai choisi. Eh bien, c'est un gène de fusion. La protéine, donc le gène ALK, va subir une translocation chromosomique qui va aboutir à un gain de fonction. Et donc, c'est un proto-oncogène qui va se transformer en oncogène et donc une agressivité tumorale. Il est considéré évidemment comme étant un driver. Alors lorsqu'on voit en bas, c'était la courbe classique. Ici, c'est issu d'un essai thérapeutique. On prend le premier traitement anti-ALK, donc c'était en 2014. Et là aussi, les dates sont importantes parce qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle en anglais un take-off, un véritable décollage, c'est-à-dire 2014, c'est presque hier. Et on va voir comment, en quelques années, le fait d'avoir découvert un driver a complètement renversé la situation. Donc, la courbe que vous voyez en rouge, donc en fait, la courbe, c'est 100% des patients au départ. Donc, lorsqu'on démarre l'essai clinique, on a 100%. C'est ce qu'on appelle une courbe de Kaplan-Meier. Et puis, on a en horizontal les mois. Donc, 10 mois, 20 mois, 30 mois et tout. Alors, la majorité des patients, comme je vous disais, avec une chimio classique, ça n'a pas changé chez ces patients-là. Au bout d'une année, on a perdu 80-90% des patients. Avec la première génération des traitements anti-ALK, si vous voyez la courbe en bleu, donc on a déjà à peu près 20% qui dépassent les 2 ans, les 24 mois, et même quelques-uns qui deviennent longs survivants. Donc c'était déjà un signal qui est positif. Et puis en quelques années, là on est 2014, en quelques années, on a eu l'apparition de 4 ou 5 anti-ALK. Et donc, on n'est plus uniquement dans est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, on rentre dans une logique de stratégie thérapeutique, comme si on traitait un diabète, il va prendre un premier antidiabétique, un deuxième, un troisième. Et lorsqu'on compare les deux anti-ALK, donc là on parle de l'ALK de deuxième génération, l'alectinib, donc on compare plus chimio à traitement ciblé, 2 traitements ciblés, entre parenthèses par voie orale, donc il n'y a pas de séance de chimiothérapie. Bon, c'est vrai que la toxicité doit être gérée par quelqu'un d'expérimenté, mais en tout cas une toxicité qui demeure acceptable. Et là, donc, du coup, vous voyez 60% des patients qui sont vivants à 5 ans. C'est quand même toujours bon à prendre lorsqu'on se compare par rapport à ce qu'on avait avant. Et la révolution continue. Ici, on a des traitements, donc on n'est plus dans anti-ALK, j'ai donné celui-là ou celui-là. C'est une superposition en vie réelle, c'est vraiment l'étude Profile 1014. Ce que vous voyez en bleu, en haut, c'est les patients qui ont eu anti-ALK plus un autre anti-ALK. Le scénario le plus bas, c'est celui qui a eu juste le crizotinib, la première génération. Et puis le scénario en bleu foncé en haut, c'est des patients qui ont eu la chance, qui ont pu accéder à des traitements, toujours par voie orale, ALK, anti-ALK, anti-ALK, etc., etc. Et là, du coup, on est presque, on s'approche des 80% de survivants. Aujourd'hui, la plaque n'est pas updatée, elle date de 2018, mais en 2022, les courbes se confirment. On est presque à 75% de survivants à 8 ans. Donc, vous imaginez d'où on est parti en 2012, 2011, et où est-ce qu'on se retrouve 10 ans plus tard. Donc, c'est vraiment une véritable révolution. Et vous comprenez le stress de l'oncologue lorsqu'il doit annoncer le pronostic au patient, parce que quand on demande l'ALK, l'ALK, le GFR et tout, on ne peut pas parler pronostic avant. Et comment annoncer à celui qui n'a pas de driver que
double peine. Il a un cancer et son cancer n'est pas vraiment ciblable. Alors pourquoi j'ai choisi l'ALK? J'ai choisi l'ALK parce qu'aujourd'hui, on a une véritable problématique à partager d'ailleurs avec nos amis biologistes, parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les biopsies du poumon sont des biopsies de petits fragments parce que c'est des biopsies radiologiques à l'aiguille fine. Et rapidement, le fragment, il est épuisé, le bloc est épuisé lorsqu'on a déjà fait immunohistochimie et tout. Alors on cherche en général, les laboratoires d'Anapat recherchent le GFR en premier parce que c'est le plus fréquent. Et des fois, on arrive à l'ALK et on se retrouve sans matériel à tester. D'ailleurs, je viens de vivre cette histoire avec un patient qui finalement, j'ai insisté et il a fini, on a discuté biopsie liquide ou biopsie tissulaire, finalement il a refait une biopsie tissulaire. Eh bien, si on ferme les yeux et sous prétexte qu'on n'a pas le fragment suffisant, on risque peut-être de condamner le patient à un décès rapide alors qu'il y a un véritable espoir de très 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 longue survie. Alors, entre parenthèses, ce modèle de l'ALK, c'est ce qu'on appelle proof of the concept. Ça veut dire que ce n'est pas un cas isolé en oncologie. Lorsque je vous ai parlé tout à l'heure des cancers du sein HER3 croix, on a eu trastuzumab, puis pertuzumab. Là, du coup, c'est différent parce que c'est des anticorps monoclonaux injectables, puis TDM1 et tout, etc. Et on a des patients qui sont HER3 croix, qui sont très, 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 très longs survivants, et ainsi que d'autres localisations tumorales, en tout cas, qui partagent cette histoire de driver. Et encore une fois, chose importante, on rentre dans ce qu'on appelle le monitoring, parce qu'aujourd'hui, on connaît mieux son ennemi, et vous voyez ces histoires de mutation. Ben, lorsqu'on donne un traitement anti-ALK, le cancer aussi, c'est comme une partie d'échec, il n'abandonne pas, il joue une partie d'échec. Donc nous, on lui tape dessus, on améliore le pronostic, et le cancer dit non, 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 moi je vais développer des résistances, et il est malin, il ne va pas développer un seul type de résistance, sinon ça serait trop facile. Donc la résistance à ces traitements, donc à ces pathologies soumises à ce qu'on appelle la pression oncogénique, c'est-à-dire vraiment on est en train de traiter, ça donne des mutations différentes. Très bien. Donc il faut développer des traitements ciblant chacune de ces mutations. Très bien, c'est ce que fait la recherche clinique. Mais il faudrait connaître le statut du patient à un moment donné, c'est-à-dire dans une vie d'un patient cancéreux, eh bien, il va falloir ne pas se contenter du diagnostic de départ, mais il va falloir avoir son profil de mutationnel sur 5, 6, 10, 11, 12 ans. Vous imaginez que lorsqu'on fait une biopsie tissulaire, il y a quand même un risque de pneumothorax, quand même un risque de saignement, c'est quand même douloureux, et que ce n'est pas raisonnable de penser instaurer des biopsies tissulaires au long cours, d'où un intérêt de plus en plus croissant pour ce qu'on appelle, donc bien sûr, la biopsie liquide. Alors la démarche agnostique est aussi révolutionnaire parce que la démarche agnostique, donc, comme j'ai dit pour rappel, c'est de ne pas raisonner organe, c'est de raisonner mutation. Et ces patients-là, et là c'est vraiment un plaidoyer pour l'oncologie médicale, parce que je vais vous le dire honnêtement, à un moment, et je le dirai même s'il y a des spécialistes d'organes dans la salle, à un moment, bon, l'oncologie devient à la mode. Et tout le monde dit, bon, moi je veux traiter l'estomac, moi je veux traiter le côlon, moi je veux traiter... Mais sauf que l'oncologie existe à la base parce que ce n'est pas une logique d'organes. On a des mutations qu'on retrouve, elle est dans le poumon, elle est dans le sein, elle est dans... Et donc il ne faut surtout pas attaquer ces pathologies, parce que si vous prenez, on va voir cette histoire de diagnostic, si on prend les mutations, elles peuvent être rares dans le côlon, rares dans l'estomac, rares dans le poumon, mais lorsqu'on les rassemble, c'est une pathologie à part entière. Alors je vais vous donner l'exemple de ce qu'on appelle les gènes de fusion NTRK. Alors je ne sais pas si vous aviez reçu par WhatsApp il y a 3, 4, 5 ans une vidéo sur quelque chose qui était passé sur la chaîne El Jazeera d'un traitement révolutionnaire, le Vitrakvi, que des patients partageaient, c'est bon, on a guéri le cancer. Alors c'est cette histoire-là que je vais partager aujourd'hui avec vous. Donc, en fait, l'idée de départ, même si elle a été donc dévoyée par les médias, est une idée vraie, est une histoire vraie. C'est la découverte d'un gène de fusion. Mais il n'a pas été découvert par la recherche organe, il a été découvert comme étant
un gène de fusion qu'on retrouve très rarement dans chaque cancer pris à part. Alors ici, vous avez en rouge, en haut, voilà. Dans certains cancers, ce gène de fusion est présent dans 90 cas. Certains cancers pédiatriques, certains cancers des glandes salivaires. Mais dans la majorité des cancers, c'est les points verts, ils représentent moins de 5%. C'est-à-dire moins de 5%, moins de 5% du cancer colorectal, moins de 5% du mélanome, moins de 5% du cholangiocarcinome. Et comme vous savez, quand c'est moins de 5%, ça n'intéresse pas l'industrie pharma, parce qu'on va aller chercher la mutation la plus fréquente. Personne ne va vouloir développer un médicament pour quelque chose qui, quand on dit moins de 5%, c'est 1, 2, 3%. Mais lorsque on rassemble les moins de 1, les 2%, les 0,5, les 0,1, les 0,10, on arrive quand même, dans le cadre d'une démarche agnostique, à un chiffre, c'est quand même des vies qu'il y a derrière, et c'est des patients qui risquent d'avoir donc des longues survies ou passer à côté d'une longue survie. Là encore, l'accélération, elle s'est faite de façon très très rapide. L'entrectinib, par exemple, qui cible une des deux molécules qui cible donc les NTRK, en 2007, il était la propriété d'une start-up. Donc on est aussi dans un monde qui va évoluer, recherche fondamentale, start-up, anomalie, rachat par une grande boîte, découverte d'un médicament, etc., etc. Et le plus important, ce n'est pas comment il s'appelle, c'est les essais. Alors là, on est dans une maladie orpheline, donc on va organiser un essai clinique, mais on va essayer d'avoir des cohortes, poumons, thyroïde, sarcome, etc., etc. Ce sont des essais qui sont très solides sur le plan méthodologique, donc on sélectionne les patients, on les suit sur des données de survie. Mais franchement, moi, quand je préparais ce topo et je voyais ce genre de courbe de survie, je me dis, on a quand même parcouru un chemin qui est absolument immense. Vous voyez, alors, regardez, vous avez la courbe violette et vous avez la courbe grise. Courbe violette, c'est des patients donc, qui ont le traitement, qui ont reçu la mutation, enfin, qui ont le gène de fusion NTRK. La cohorte grise, c'est des patients qui ont le même cancer, d'accord, qui ont le même cancer, mais qui n'ont pas la mutation. Et on les a pris en énième ligne, c'est-à-dire on n'a plus rien à leur donner. C'est pour ça qu'il n'y a pas un bras comparateur. Il n'y a plus rien à donner. Et on s'est dit, écoutez, on va leur donner ces traitements-là et on va voir. Regardez, chez ceux qui ont la mutation, est-ce que vous voyez la courbe violette? Et c'est en mois, bon, si on prend au bout de la courbe, on est à 2 ans, mais on n'a perdu presque aucun patient. Regardez, violet, 100% des patients, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Les autres, même s'ils ont reçu le traitement, on a perdu quasiment tous les patients. D'où cette idée de traitement révolutionnaire, d'où le partage des vidéos par les patients. Donc, c'est une semi-vérité. C'est, oui, le produit existe, oui, il est révolutionnaire, mais il l'est pour certains patients. Alors, j'avais enlevé une diapo pour alléger la présentation, mais néanmoins, vous allez me dire, alors quand est-ce qu'on cherche ce fameux NTRK? Dans les référentiels, on ne peut pas condamner un patient, quel que soit son cancer, si à la fin du parcours, on n'a pas recherché cette mutation. Donc, a priori, normalement, tous les patients, marocains ou étrangers, à la fin du parcours, on doit rechercher les mutations rares. Mais ça, c'est encore un challenge parce que le traitement n'est pas encore disponible au Maroc, parce que ça a un coût, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à installer. Alors, facteurs prédictifs, aussi aujourd'hui, on a aussi des facteurs de résistance, c'est-à-dire, même si donc on n'a pas un driver, mais on a un biomarqueur qui nous dit, écoutez, ça ne sert à rien de donner ce traitement chez ce patient. Pour le patient, c'est vrai, c'est important, mais c'est encore plus important pour les autorités réglementaires. Il faut se mettre à la place du payeur. Le payeur, en général l'État, l'assurance maladie, elle a envie de dire à la communauté, elle a envie de dire aux patients, aux oncologues ou à la communauté médicale, ça coûte cher ces traitements-là, dites-moi chez qui on est sûr que ça va marcher pour éviter de payer pour l'ensemble des patients.
Donc aujourd'hui, par exemple, on a un facteur qui est connu depuis assez longtemps qu'on appelle le statut RAS. Bon, il y a le KRAS, NRAS. Donc le RAS est une protéine intracytoplasmique qui rentre dans une cascade de transduction du signal, du récepteur jusqu'au de l'ADN et qui va permettre, lorsqu'elle est stimulée, au cancer d'acquérir un phénotype agressif. Et bien, lorsqu'on veut donner des traitements anti-EGFR, donc plus haut, si en bas on est en mode switch on, c'est-à-dire que le gène est responsable d'une protéine qui est hyper excitée, ben elle va faire ce qu'elle veut, même si vous tapez plus haut. C'est indépendant du traitement que vous allez donner. Et aujourd'hui, le statut RAS, on le cherche beaucoup à l'anapathe. Et on va voir un peu plus tard que, encore une fois, la biopsie liquide va se positionner sur cette histoire du statut RAS. Ici, c'est juste pour dire, en haut, vous avez regardé courbe rouge lorsqu'on a le statut RAS qui est sauvage pour le traitement donné. Donc, il est mieux qu'un traitement classique. À l'inverse, en haut, c'est la courbe bleue qui est en haut. Ça veut dire que quand il y a le facteur de résistance, eh ben, on a de moins bons résultats. Et donc, aujourd'hui, on utilise ceci en pratique courante. Eh ben, donc aujourd'hui, un des topics extrêmement fondamentaux à discuter, c'est les biopsies liquides. Alors, on va tous savoir que les biopsies liquides vont remplacer les biopsies tissulaires. Ça ne sert à rien qu'on résiste contre la tendance. Mais néanmoins, sur quels éléments ils vont intervenir et dans quelle proportion ou dans quelle mesure, c'est la deuxième partie de ce topo. Alors, aujourd'hui, bien sûr, moi, je vous parle de la perspective oncologue. Je ne suis pas du tout, ce n'est pas mon champ de compétences de vous parler des techniques. Ça, c'est plus, voilà, donc le savoir-faire votre savoir-faire, nos amis les biologistes. Moi, je vais faire une présentation du point de vue de l'utilisateur, de l'utilité clinique. On pourra discuter par la suite, donc, ce qui est vraiment le côté hard, le côté technique et tout. Aujourd'hui, on sait que les biopsies liquides permettent se font sur des fluides, notamment le sang, mais aussi d'autres choses, la salive, les urines, etc., qu'on peut s'intéresser donc aux cellules tumorales circulantes, qu'on peut s'intéresser à l'ADN tumoral circulant, mais aussi à d'autres choses, notamment les aspects métaboliques et autres. Alors, si on prend ici, en fait, on a un peu, si vous voulez, l'histoire naturelle du cancer. Donc, au début, on aimerait tous diagnostiquer la maladie avant qu'elle arrive. En fait, c'est le principe du dépistage. Savoir qu'il y a un cancer qui va apparaître 5 mois, 10 mois avant qu'il ne soit vraiment cliniquement patent et donc aller vers la maladie infraclinique. Donc, premier intérêt potentiel. On voudrait aussi éventuellement, chez des patients qu'on a opérés, aujourd'hui, quand le chirurgien opère, qu'il envoie à l'oncologue médical un patient qui a une tumeur du côlon pour un traitement complémentaire, le patient vous pose la question, vous dit, monsieur ou madame, est-ce que j'ai encore de la maladie ? Vous lui répondez, peut-être oui, peut-être non. On a fait le scanner, on a fait le marqueur, ils sont normaux, mais peut-être il y a une maladie résiduelle. Donc, on aimerait savoir quand même, est-ce qu'il y a une maladie donc résiduelle ou pas. Et puis, lorsque malheureusement on est déjà dans une logique métastatique, on aimerait détecter la rechute à un stade très très précoce, donc ça nous met ici. Et puis on aimerait aussi, lorsque la maladie évolue, détecter une non-réponse au traitement dès le début et pas attendre qu'il y ait une corrélation radiologique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque une maladie commence à progresser, ça se voit sur le scanner 3 mois plus tard. On aimerait bien gagner ces 3-4 mois tant que le malade est plus en forme, changer un traitement qui commence à devenir inutile. Et puis, il y a aussi en fin de parcours, chez des malades chez qui on a tout épuisé, on aimerait bien savoir est-ce qu'il y a encore quelque chose à traiter. Alors, le diagnostic surtout précoce ou surtout le dépistage, toute la recherche va vers les biopsies liquides aujourd'hui parce
Parce qu'on a des limites au diagnostic radiologique, parce que, alors on a évidemment l'irradiation, et toutes les femmes qui font la mammo biannuelle posent la question, est-ce que c'est safe ou est-ce que c'est pas safe? On a la problématique des faux positifs et des faux négatifs, ça aussi c'est une problématique qui est fondamentale, et en tout cas pour ne citer que les deux problématiques les plus grandes. Et donc on aimerait bien éventuellement que la biopsie liquide amène une réponse qui soit plus certaine, plus facile à faire, et tant qu'à faire sans faux positifs ni faux négatifs, et à un coût qui est acceptable. Donc c'est l'une des voies qui est aujourd'hui le plus en recherche. Elle n'est validée dans aucun cancer pour le moment. Pourquoi? Parce que pour valider, comme vous savez, une politique de dépistage, ce n'est pas à une échelle individuelle. On doit le démontrer à une échelle d'un pays, d'une population, d'où toute la difficulté. Ça, c'est pour ce qui est de la difficulté de validation, parce que les études coûtent de l'argent et donc elles doivent être faites à très large échelle. Et en plus, il faut démontrer le bénéfice sur la survie, comme ça a été fait pour la mammo. Pour la mammo, il a fallu attendre des années avant qu'on démontre que c'est bénéfique. Il faut suivre une cohorte 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, et démontrer que le fait qu'on ait fait une biopsie liquide, que ça ait amélioré la survie. Quelle est la difficulté technique? Là, c'est la difficulté en termes d'essai. En termes de difficulté technique, c'est que lorsque on est dans des cancers métastatiques ou avancés, on détecte facilement l'ADN tumoral parce qu'il est majoritaire par rapport à l'ADN normal. Il n'y a pas un bruit de fond qui nous perturbe. Et lorsqu'on a un tout petit peu de quantité d'ADN tumoral au sein de beaucoup d'ADN, donc on va avoir le rapport qui va être inversé et donc un risque de faux négatif. Ça aussi, c'est quelque chose d'important et aussi un peu aussi de faux positifs. C'est tout un challenge. Bien sûr que les collègues biologistes maîtrisent mieux que moi en ce qui concerne bien sûr le calibrage des machines, les difficultés techniques. Alors, par contre, le deuxième point a été déjà démontré. Il se trouve dans les recommandations cliniques, mais ça reste encore une médecine de riches. Alors, on va en parler. C'est les patients, ici c'est par exemple le modèle des patients qui ont été opérés pour un cancer du côlon. Alors, pour le cancer du côlon, le patient est opéré, s'il a des ganglions, on fait automatiquement une chimiothérapie et elle améliore le pronostic, elle réduit les cas de rechute. Mais pour les stades 2 où il n'y a pas de ganglions, on tâtonne. On y va avec des facteurs pronostiques. Est-ce que la tumeur est grosse? Est-ce que ça avait donné une occlusion avant la chirurgie ou pas? On n'a jamais trouvé on va dire, quelque chose de discriminant qui va nous dire faites ou ne faites pas. Jusqu'à l'apparition des techniques de recherche d'ADN tumoral circulant. Donc ils ont pris évidemment des patients qui ont été opérés pour des cancers du côlon. Là, ici, c'est une des cohortes, des stades précoces, plus de 150 patients, candidats à recevoir une chimiothérapie. Ils ont fait les recherches des marqueurs classiques, la CE, ils ont fait les scanners, et ils ont fait bien sûr la recherche d'ADN tumoral circulant. Alors qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Première chose et qui est fondamentale, les patients donc bien sûr ont checké avant l'opération qu'ils avaient tous de l'ADN tumoral circulant. Sinon, ça crée un biais de sélection. Ça, c'est la première partie. Et puis en post-opératoire, on avait deux catégories. Une catégorie qui avait un ADN tumoral circulant qui était toujours détectable et chez d'autres qui n'était plus détectable. Et ça a été démontré que chez les patients chez qui c'est détectable, ils vont faire plus de rechutes que ceux chez qui l'ADN tumoral circulant n'est pas plus détectable, on n'a quasiment plus de rechutes. Et donc, on n'a pas besoin de faire une chimiothérapie. Lorsqu'on prend, bien sûr, les caractéristiques des patients pour voir est-ce que parce qu'il faut bien les comparer à la pratique clinique. Aujourd'hui, vous montrez ces courbes-là à un praticien, il va vous dire « oui, mais moi, j'utilise l'occlusion, j'utilise le caractère peu différencié ou pas ». Lorsqu'on a pris les autres facteurs, le T, l'invasion vasculaire,
donc l'invasion vasculaire et périneurale et tout, les deux seuls éléments qui ressortent, c'est le CDX2 sur justement les cellules tumorales circulantes ou l'ADN tumoral circulant. Donc, c'est vraiment beaucoup plus puissant. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi ce n'est pas utilisé? C'est une question de reproductibilité. Lorsqu'on prend les guidelines américains, notamment, donc les Américains ont très peu de problèmes de financement, en tout cas beaucoup moins que les Européens. Nous, on a plus la même problématique que l'Europe, c'est-à-dire quand une technique apparaît, il faut beaucoup plus d'années pour qu'elle soit standardisée, il faut qu'elle soit démocratisée, qu'elle puisse être faite pour le maximum de personnes. Mais aujourd'hui, j'allais dire, si vous avez une célébrité ou quelqu'un de très très riche qui fait un cancer du côlon, on va le mettre dans un avion et il va aller chercher l'ADN tumoral circulant, pour être franc. Hein. C'est polémique, c'est violent ce que je dis, mais il faut le dire. Il faut le dire, c'est la vérité la plus absolue. Pardon. Autre problématique, c'est les patients qui sont en fin de vie. Alors, en fin de vie, en fin de parcours. C'est des patients aujourd'hui, si vous voulez, même si l'expression peut paraître un peu provocatrice, l'appétit vient en mangeant. Vous avez un patient, on lui annonce qu'il a un cancer du côlon métastatique ou du sein métastatique. On lui dit qu'il ne va pas guérir de sa maladie, que c'est une maladie chronique. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas encore découvert le traitement miracle. Il est encore là à 1 an, il est là à 2 ans, il est à 3 ans, il est là à 4 ans, à 5 ans. Donc il y a de l'espoir. Et lorsqu'on lui dit on n'a plus rien à faire, c'est une véritable violence. Donc il y a une demande de la part des patients et aussi des scientifiques d'aller voir. Dans le cadre d'une médecine de précision, même s'il n'y a pas d'essais cliniques et tout, on a dit qu'on pouvait trouver des mutations rares, qu'un côlon peut ressembler à un sein ou un sein à un poumon. Eh bien, on va chercher les mutations. Déjà, première question éthique qu'on se pose, c'est ces personnes-là, chez qui on va faire évidemment une biopsie liquide, puisqu'on ne va pas aller biopsier un patient qui est en fin de parcours, ce n'est pas éthique. Est-ce qu'on a quand même une chance de trouver une anomalie ciblable, pas juste une anomalie génomique. Anomalie génomique, on va pêcher plein de P53 mutés, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire juste qu'il va résister aux dernières tentatives. Eh bien, les études ont été faites. Ici, c'est une étude sur 521 patients. Ils ont pris divers cancers réfractaires, ils ont utilisé une technique NGS et on a trouvé au moins 40% de mutations actionnables. Donc, presque un patient sur deux, vous lui faites un NGS en fin de parcours, vous pouvez trouver quelque chose qui va éventuellement répondre à un traitement que vous allez ramener, un traitement ciblé d'une autre localisation, une autre pathologie. Ça pose aussi un problème éthique, parce qu'il faut-il qu'il accède à ce traitement-là, et ça, c'est toute la difficulté. Et dans certains cancers, évidemment, c'est plus fréquent que d'autres. Si on prend par exemple dans les cancers du colorectaux, les cancers du cerveau, les cancers du sein, on a une proportion plus importante de mutations ciblables qu'on trouve en fin de parcours. Autre exemple, et c'est l'un des derniers avant que je termine la présentation, aujourd'hui, il faut monitorer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc vous avez par exemple les patients qui ont les cancers du côlon. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'anomalie RAS. Il me reste combien? 5 minutes. Je tiendrai le challenge. J'étais réglé sur les... T'en fais pas. Dans 5 minutes, j'ai terminé. Donc, les patients qui ont le statut RAS, eh ben, on donne un traitement ciblé, traitement anti-EGFR. Le clone dominant disparaît et apparaît un clone de résistance. On arrête le traitement anti-EGFR et le clone sensible va se remettre à se réaccroître. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la pression oncogénique. Donc, ici, c'est un grand essai clinique qui a monitoré, grâce à la biopsie liquide, la survenue, la resensibilité, la réapparition d'un phénotype sensible. Alors, au début, quand on n'avait pas de biopsie liquide dans les essais, partout dans le monde, on réintroduisait cette molécule
en dernière ligne en disant aux patients, c'est possible que vous répondiez, c'est possible que vous ne répondiez pas. Et en faisant cet essai, on a découvert donc qu'en fait, on avait 60% des patients qui étaient potentiellement, encore une fois, répondeurs. Lorsqu'on introduit le traitement, on arrive à les recontrôler. Donc, c'est le concept du monitoring. D'ailleurs, la nouvelle génération des essais cliniques, qu'on appelle N-of-1, recommande, notamment les grandes agences du médicament, recommandent de monitorer les patients par des biopsies liquides lorsqu'on donne un traitement ciblé pour savoir quels sont les mécanismes de résistance et sur quelle anomalie biomoléculaire on peut éventuellement agir. On doit parler un peu de l'état des lieux au Maroc du côté des oncologues. Les traitements ciblés et immunos sont présents au Maroc, pour la majorité remboursables, pour certains en mode AMM et pas remboursables. La majorité des drivers sont testés dans le cadre de ce qu'on appelle les petits panels de gènes sur des biopsies solides. Donc, exemple, on demande le testing EGFR, ALK et ROS dans le cancer du poumon, HER3-Croix, RH dans le cancer du sein. Les biopsies liquides démarrent, elles sont souvent sous-traitées, bien sûr. Les larges panels de gènes et les NGS sont sous-traités à l'étranger. Donc, je vais conclure en disant que dans le futur, ou la biologie, c'est une petite erreur, est appelée à jouer un rôle de plus en plus fondamental en oncologie. Ça va devenir les yeux de l'oncologue, ça c'est clair et net. Et la biopsie liquide réduira immanquablement les indications des biopsies tissulaires et de la radiologie. Donc, je pense que vous allez être invités plus souvent dans nos congrès et nous plus souvent dans vos congrès. Je le pense et je le souhaite et je vous remercie.